Bonsoir à tous, nouvelle analyse vidéo, cette fois-ci sur la paire USD-Yen. Alors on va faire une petite vidéo en deux parties, une partie analyse technique, une partie analyse un petit peu plus fondamentale, un petit peu plus critique. Donc on va commencer par la partie fondamentale bien sûr, on viendra sur le technique, enfin on va parler du technique un petit peu dans le même temps. Donc vous voyez aujourd'hui cette bougie rouge assez importante, enfin avec un petit corps mais avec des ombres très fortes. Alors comment ça se fait ça? C'est l'annonce de la Banque centrale du Japon ce matin, très tôt, euh, d'un nouveau plan de relance monétaire, donc un nouveau QE japonais. Alors souvent on associe les QE aux États-Unis, mais le QE est quelque chose de japonais, hein, faut pas l'oublier. Parce que si Ben Bernanke en est à son troisième, les Japonais en sont à leur neuvième. Et s'il continue, c'est que finalement les 8 précédents n'ont pas marché, mais ils remettent ça. Donc bon, on verra bien ce que ça va donner, hein. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère, puisqu'ils préparent un plan de 110 milliards d'euros, donc quelque chose comme 90 000 milliards de yens, quelque chose comme ça, enfin, non, pardon, je sais plus combien ça fait, enfin, c'est quelque chose d'assez stratosphérique en yens, mais de toute façon, leur devise est suffisamment basse en change pour que les conversions ne soient pas intuitives. En tout cas, ça fait beaucoup de yens. Pas mal d'euros, parce que 110 milliards d'euros, alors le PIB du Japon, je crois que ça approche les 6 000 milliards. Oui, c'est à peu près ça, 5867 milliards de dollars. La France est à 2773. Donc, si on fait une petite comparaison, on va dire globalement dans l'ensemble, le Japon a deux fois plus et deux fois plus en PIB que la France. Et ils vont imprimer 110 milliards d'euros, enfin en yens, hein, mais si on revient, j'essaye de parler pour parler concrètement, qu'on puisse avoir un écho. Euh, donc c'est comme si nous, disons qu'on le coupait par deux. Les dépenses budgétaires, je crois, du Japon sont plus faibles qu'en France, mais la constitution du PIB est à peu près est assez proche, et on a quelque chose comme 57% de 57-58% de consommation, 20% d'investissement, 20% de dépenses publiques, et puis on va avoir le reste en plus ou moins importation-exportation. Donc, je revenais pour dire qu'on a un budget, enfin, si on prenait un budget deux fois inférieur, ils vont imprimer 110 milliards, c'est comme si nous on en faisait aller 50 000, à peu près, enfin, 50 milliards, pardon. 50 milliards, ce serait plus que le plus gros budget qu'on a, qui est de 46 milliards d'euros, qui est le service de la dette, ou l'éducation nationale. Donc, on est déjà au-dessus de. C'est comme si aujourd'hui la Banque de France nous imprimait, et qu'on était en francs bien entendu, nous imprimait 50 milliards de francs pour combler pour payer tous les profs, quoi. Enfin, je veux dire, c'est assez brutal, hein, c'est assez violent. Alors après, sur quelle période ça va s'étaler, j'ai pas regardé. Ça dépend pas mal, hein, parce que les États-Unis ont aussi un plan assez important de QE3, hein, qui a été lancé il y a quelques mois, qui est de racheter 40 milliards de dollars de dette tous les mois, donc d'imprimer 40 milliards de dollars tous les mois, tant que le taux d'emploi n'a pas suffisamment remonté, et tout le suffisamment veut tout dire finalement. C'est-à-dire qu'ils vont continuer tant qu'ils le peuvent, hein, tout simplement, il n'y a pas à chercher. Alors, pourquoi est-ce qu'on a de l'hésitation? Ben parce que les deux parties de la paire, donc l'USD Yen, sont tous les deux dans une politique d'assouplissement quantitatif, d'impression de billets. Euh, donc le problème, c'est qu'en général, c'est assez rare, c'est une mesure qui n'est pas forcément courante sur des paires traditionnelles, à part sur le yen, parce qu'on en a souvent, mais normalement ça arrive pas trop fréquemment quand même. Enfin, il y a très peu de, c'est surtout l'USD et le Japon qui font ça. Enfin, l'USD ça commence à être récent, enfin c'est de 2008. Mais en général, on se trouve dans une situation où il y a un pays qui fait de l'assouplissement quantitatif, ou qui plus généralement a une politique monétaire plus laxiste, disons, enfin pas plus laxiste, mais qui fait tout simplement de la relance monétaire par les taux ou par le quantitative easing, et l'autre ne le fait pas. Et là, on a les deux qui le font ensemble. Donc on peut pas vraiment apprécier, on peut pas se dire là l'idée c'est de savoir qui c'est qui imprime le plus chaque mois, quoi. Donc ça veut vraiment rien dire, on ne peut pas vraiment se positionner là-dessus. Euh,
Et on a eu une bougie évidemment baissière avec des mèches. Enfin, évidemment baissière, ça veut rien dire, hein. Euh, parce que c'est quoi? C'est le dollar qui a baissé face au yen. Je sais pas ce qui s'est passé comme autre news aujourd'hui, mais bon, ce qui compte ici, ce n'est pas vraiment la direction de la bougie, c'est surtout la volatilité qu'on a eue dans la journée. Qui est assez incroyable, hein, vous voyez, donc ça veut dire qu'en plus d'avoir de l'hésitation, il y a quand même du monde derrière pour aller spéculer là-dessus, dans un avenir incroyablement incertain sur cette paire, que je regarderai tout à l'heure, mais qui pour moi est un petit peu, c'est un peu vraiment le bazar là-dessus. On peut pas vraiment se donner d'avis clair sur l'USD Yen d'un point de vue fondamental dans la mesure actuelle. Alors, sur une analyse un petit peu, donc je vais passer sur le dollar, je vais plutôt parler du yen. Le Japon donc relance une fois encore, il le relance pas pour se faire plaisir. C'est parce qu'il est à nouveau dans une situation proche de déflation. De toute manière, la déflation, ils connaissent que ça depuis 20 ans, donc il n'y a pas vraiment à débattre. Parce que si on dit que Ben Bernanke, hein, je sais pas si je l'ai dit la première fois, parce que j'ai répété cette vidéo une ou deux fois, mais Bernanke, on l'associe au QE, donc la Fed, on les associe aux créateurs du QE. Ils en sont à 3, les Japonais, ils en sont à 9, hein. Et le neuvième, qui est actuellement celui-ci, ils l'ont fait, sachant qu'il y en a 8 derrière qui n'ont pas trop bien marché, quoi. Donc on est vraiment dans la mesure du désespoir là, hein. Alors, pourquoi est-ce qu'ils font le QE? Tout simplement pour relancer de l'inflation. Parce que le Japon connaît une crise déflationniste depuis toujours, alors, enfin depuis toujours, depuis 20 ans, les prix baissent, donc au moins depuis les années 2000, avant je sais plus où ça en était, mais je sais que l'explosion de la bulle spéculative japonaise c'est autour des années 88-90, donc après ils ont dû souffrir encore un peu, mais de toute façon, depuis les années 2000, c'est la déflation complète. Enfin, même depuis avant, je pense que ça descend depuis longtemps, mais les indices de prix sur l'OCDE, je les avais pas trouvés si récents, enfin si anciens. Du coup, j'ai dû le faire avec du récent. Ça s'est arrêté en 2005, à peu près la déflation, puis ça a repris. Enfin, on a eu une forte période d'inflation sur 2007 avec un petit peu de bulle encore une fois, hein, sur les montages américains. Et après c'est reparti à la baisse, hein, et là on est dans une tendance particulièrement incertaine où les ménages, les dépenses des ménages pour ce mois-ci, le dernier indicateur qui a été publié aujourd'hui a été mauvais sur le yen, enfin sur le Japon. Donc les dépenses des ménages ont encore baissé. Donc ça veut dire tout simplement que les ménages consomment moins. Euh, Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une autre stade, je crois qu'on a eu une baisse de la production industrielle. Donc ça c'est pas bon non plus encore une fois. Alors le truc du Japon c'est qu'il y a eu on est dans une situation qui est pas pitoyable mais qui aurait pu être bien plus grave si finalement on n'avait pas eu l'accident de Fukushima, enfin le tsunami, pas l'accident de Fukushima parce que ça c'est une autre donnée, mais en général donc dans le PIB on considère que les constructions, pas les destructions, c'est-à-dire que si vous foutez la tour Eiffel par terre, vous n'allez pas perdre de PIB parce que c'est la production qu'on aura fait par an. Par contre, enfin, si on considère les touristes et les machins comme ça, mais on va prendre un autre exemple. Si vous faites tomber un bâtiment, euh, si vous cassez quelque chose, vous allez rien perdre d'une certaine manière, si ce n'est le gain qu'il peut apporter par mois, finalement, si on pouvait considérer ça par rapport à un loyer, euh, le PIB ne va pas diminuer relativement à ça. Par contre, euh, la dépense qui va être effectuée pour le reconstruire, elle va être comptée. Du coup, voilà, c'est un petit peu, il y a deux poids, deux mesures dans ce, dans cet indicateur qui est le PIB, qui montre le niveau de richesse annuel en termes de flux. Donc ça veut dire que tout simplement, logiquement, si le raz-de-marée casse un maximum de choses en tuant un minimum de personnes, parce que les morts, la destruction démographique, c'est pas forcément très bon, surtout au Japon. Euh, Si on casse beaucoup mais qu'on tue pas trop de monde, c'est parfait parce que après derrière l'État peut investir, peut faire de la relance de manière légitime pour relancer. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça fait hausse des dépenses publiques qui se financent par un QE tout simplement, hausse des dépenses publiques, investissements et autres. Surtout faire travailler des gens sur les chantiers sur place, ce qui fait monter la consommation, les revenus et autres, et qui relance un petit peu le mouvement. Alors dans un premier temps, en 2011, on a eu une baisse du PIB euh, relative aux pertes liées finalement engendrées par la baisse de production liée à ces accidents et autres.
Et maintenant, on rentre dans une phase de reconstruction en 2012 qui devrait apporter au Japon une croissance de 2%. Enfin, je crois que c'était ça, je regardais vite fait. Là, je précise, je suis sur le site statistique de l'OCDE. Le Japon, il est où? Il est là. Donc ouais, c'est 2% sur 2012. Par contre, je crois qu'il y a eu des révisions à la baisse chez d'autres instituts statistiques. Donc c'est pas mal de pourcents, mais vous voyez, ça reflète la reconstruction, ça reflète pas du tout le niveau, disons, stable, hein. C'est quelque chose de très conjoncturel, ce 2%. D'autant plus que bon, la prévision 2013, de toute manière, à un an, en général, c'est pas très fiable. Donc on va s'éviter cela. Bon, 1,5%, c'est pas pitoyable. Par contre, si on regarde alors, sur le site, donc sur Fort Hexagone, j'avais posté l'inflation, donc le niveau des prix qui continue, qui n'est vraiment pas bon, hein, qui continue à diminuer, comme j'ai dit, hein, dépenses des ménages en baisse. Euh, donc baisse de consommation, baisse de prix, baisse de tout. Et cercle vicieux finalement qui est relancé, parce que le Japon nous fait une politique de taux zéro, enfin ils leur font politique de taux zéro, mais ça suffit pas, ils sont obligés d'imprimer par-dessus pour faire de l'inflation artificielle, c'est-à-dire qu'ils font plus de yens pour que le yen vale moins cher par rapport aux produits, pour que le cours des produits monte finalement. Ce qui est tout ça, ce qui est d'une certaine manière un non-sens. Pas d'un point de vue court terme finalement, mais d'un point de vue long terme, parce que ça fait 9 fois qu'ils le font, et à chaque fois ça marche pas spécialement bien. D'autre part, donc alors j'aurais regardé, je crois qu'ils ont un indicateur qui est pas bon, donc leur balance, euh, la, la balance des paiements, la balance commerciale est incroyablement basse par rapport à ses niveaux habituels. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, je me suis raté. Formater, sélectionner. Non, je voulais formater. Sélectionner les données. Voilà. Donc, on va regarder ça trimestriellement, rapidement, hein. Donc, on va se mettre depuis une période où il n'y avait pas la crise, donc 2005. 2005, c'est la période 2005-2008, ça a été la grosse période du Japon. Entre les deux, ils ont que la crise, donc évidemment, c'est assez triste. Le Japon, donc début 2005, on était à 41 000, donc c'est en millions. Alors, on va pas faire de conversion en milliards, on va rester sur des unités millions. Et vous voyez que on a touché un point haut autour de 2010. Et après, dégringolade, donc il y a eu l'effet Fukushima, et maintenant, bon, on a quand même passé cet effet, on a la reconstruction, et même si ça a encore un impact sur la production, euh, ça doit pas l'avoir d'un mois sur l'autre, encore une fois, puisque là on est dans une phase de reconstruction. La balance est à 16 000, alors qu'elle est à 50 000 2 ans après, un an avant, quoi. Un an et demi avant. Donc c'est assez mauvais, hein, tout simplement. La France, juste comme ça, à titre indicatif. Alors nous, on est tout le temps négatif depuis 2005, hein. Je sais, en 2005, ça s'est inversé. Avant, on était positif. Maintenant, on est tout le temps négatif avec une tendance un petit peu incertaine. Mais depuis 2008, c'est enfin, depuis la période de crise, ça va un petit peu dans tous les sens, surtout avec une accélération actuelle, enfin pas actuellement, mais depuis 2 ans, là, on est vraiment pas bon sur notre balance commerciale. Bon, en tout cas, ce n'est pas le sujet, ici c'est le Japon. Donc tout ça pour dire que le Japon est dans une situation économique assez incertaine qui peut rapidement tourner au pitoyable, je voudrais dire. Euh, Ils sont vraiment sur la limite, sur le haut de la colline, là. Si, si ce QE ne marche pas, si on a encore une fois, malgré ça, une continuité, une continuation de la déflation, si les prix tendent encore une fois un petit peu à baisser après une telle mesure, ça va commencer à devenir inquiétant. Il faudra envisager d'autres solutions. Surtout qu'il y a une autre affaire, comme quoi ils n'étaient pas en capacité de payer, enfin qu'ils allaient faire faillite sous peu s'ils votaient pas leur loi des finances. Enfin, je sais pas comment c'est fichu là-bas. Euh, mais bon, ça va faire comme aux États-Unis de toute manière, ça finit, ils vont y arriver. En tout cas, ils ont quand même une dette astronomique. Je crois qu'ils ont commencé un petit peu à émettre davantage sur les marchés financiers. Euh, Enfin, c'est un petit peu spécial la dette du Japon, hein. En tout cas, tout ça pour dire qu'on est dans une situation où économiquement la croissance, elle est artificielle au Japon, motivée par ces QE, plus
par la destruction de Fukushima, enfin par le tsunami, hein, je parle pas vraiment de la centrale en particulier, mais plus de la destruction par le tsunami, donc motivé artificiellement par ce biais-là. Et à côté de ça, la balance des paiements, donc qui modélise euh, l'importation moins l'exportation moins l'importation, enfin la différence entre exportation et importation, est en baisse. Donc c'est-à-dire que le marché extérieur est mauvais, le marché intérieur n'est pas très bon avec une dépense des ménages qui faiblit et une production industrielle qui faiblit aussi sur les derniers indicateurs, donc c'est très très moyen sur le Japon. Ce qui m'amène maintenant à l'analyse technique. Alors les États-Unis c'est un autre cas, peut-être qu'on le fera, on fera une analyse un petit peu plus détaillée au niveau macro sur les États-Unis. Néanmoins pour moi le Japon est aujourd'hui dans une situation conjoncturelle très très passable, dans laquelle il n'est pas tout à fait prêt de sortir. Alors maintenant on va passer sur de l'analyse technique. J'avais certainement déjà identifié ce biseau descendant qui avait été cassé autour du 17 octobre. On a fait une bonne hausse, hein, validant la sortie de ce pullback. Alors peut-être qu'on peut avoir ici, donc là ça c'est l'objectif par la balançoire finalement, qui a été bien atteint. On a atteint l'objectif de sortie du biseau, qui correspond au plus haut. Voilà. Alors on va se mettre sur une vision un petit peu plus large, je vais mettre en hebdo. Voilà. Donc là dans l'ensemble, on est plutôt sur une zone basse sur l'USD Yen. Avec bon, la tendance a toujours été baissière sur l'USD, le dollar face au yen, euh, mais on est quand même dans une situation de stabilité aujourd'hui, je dirais de range un petit peu mal formé, dans lequel on remarque ici quand même une extraction haussière, à mon sens, pas forcément évidente parce que ici on a des plus hauts de part et d'autre. Alors je repasse en journalier. Alors vous voyez, donc je disais, on a des plus hauts un petit peu disséminés partout, surtout avec une bougie baissière très forte ici, un avalement baissier très marqué. J'attends beaucoup la séance de demain pour voir dans quel état d'esprit les investisseurs vont être après le choc. Enfin, tout le monde s'y attendait à ce QE annoncé, mais comment finalement la direction va s'opérer. À mon avis, pour l'instant, il n'y a pas de sens à donner aujourd'hui sur l'USD Yen à très court terme, c'est-à-dire d'aujourd'hui à demain. Il faut attendre un petit peu, je pense qu'il faut attendre quelques semaines avant, quelques jours au moins, avant de voir quel schéma va se dessiner là-dessus. En tout cas, on a beaucoup de volatilité, donc il faut faire attention. Il ne faut pas essayer de prendre trop de position sur le yen en ce moment, à mon avis. De toute manière, les stops sautent systématiquement quand on voit une telle volatilité. Donc il faut patienter un petit peu. Euh, Pourquoi pas une configuration, je dirais, d'un point de vue analyse technique en pullback, une petite continuation baissière, puis une reprise haussière sur l'USD Yen. Alors le problème c'est que là, d'un point de vue macro, il n'y a rien à dire, quoi. Mais bon, de toute manière, c'est un petit peu l'hôpital qui se fout de la charité, hein, entre les deux façons de voir les choses, entre États-Unis et Japon. Donc il n'y a pas de scénario très très clair. Et ça se voit ici de toute manière, ça se voit sur le graphique, hein, entre le Japon et le dollar, enfin entre le yen et le dollar. C'est du n'importe quoi tout simplement, chose qu'on n'a pas sur les autres paires où on a un petit peu moins de volatilité. Là c'est vraiment du n'importe quoi. Je pense qu'il faut aller chercher d'abord d'attendre la direction donnée par les marchés vis-à-vis de ces événements, et dans un second temps travailler beaucoup sur des supports résistance, des contacts à court terme, c'est-à-dire plutôt de la bougie, travailler sur de la configuration bougiste, et des rebonds sur support résistance, voire des cassures. Mais bon, on a beaucoup de volatilité, donc il faut faire attention. Mais en tout cas, les scénarios de moyen terme sur l'USD Yen, honnêtement, je me plante quasi systématiquement, à part sur certains jolis cas, mais d'un point de vue analyse technique, c'est pas du tout évident. Alors là, pour moi, le biais reste haussier dans la mesure où on est sorti d'un biseau descendant. euh, un biseau descendant, on est sorti par le haut. Alors même si on a atteint les objectifs, on a quand même un bon mouvement haussier qui a été amorcé sur le mois précédent, enfin sur le mois d'octobre, tout entier, hein. Début à la fin, on a quand même une bonne hausse. Après, je sais pas si on va avoir un rallye qui va
qui va perdurer jusqu'à Noël, peut-être pas. Mais je reste plutôt, disons, d'un point de vue analyse technique, assez haussier sur l'USD Yen, dans cette dynamique de hausse tout simplement du mois dernier, qui sort après une longue phase d'incertitude ici depuis un an à peu près, enfin pas un an, mais combien ça fait? Oh non, ça fait depuis l'été globalement, une longue phase. J'ai plus l'habitude d'avoir le graphique en grand comme ça, je le dézoome souvent. Depuis l'été, finalement, on est sorti un petit peu de cette phase d'incertitude. Par contre, on bloque sur des plus hauts là, ça c'est pas bon du tout. Euh, c'est très très difficile d'avoir un avis sur l'USD Yen, hein, honnêtement. On peut considérer cette figure là. Je dois avouer que j'avais pas trop étudié la question d'analyse technique au préalable. Euh, Ici, voilà, on a deux configurations. On peut dire qu'on est sorti du biseau. Alors là, il y a un truc qui est clair, c'est qu'on est sorti du biseau comme ça, à la hausse, mais on a réalisé les objectifs théoriques et on rebondit sous une forme de résistance. Donc on peut, à mon avis, finalement être baissier sur la configuration bougiste en avalement baissier en haut ici. On peut être baissier, mais après, comme je dis, ça dépend vraiment. Là, ça dépend vraiment du macro et de comment les investisseurs vont interpréter le signal donné par la Banque centrale du Japon. Et c'est pour ça qu'on peut avoir du tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que je pense qu'on est capable de repartir à la hausse tout d'un coup. C'est pour ça que je ne veux pas donner un scénario prédéfini. Dans la configuration actuelle, pour moi, bon, on est sorti d'un biseau aussi. On a eu une forte hausse, certes, mais on a déjà eu des fortes hausses qui se sont rapidement interrompues sur le yen, comme on le voit très bien ici. Donc il faut se modérer par rapport à ça, je pense. Par contre, on a une résistance, on a un rebond sur résistance ici, très fort, qui me laisse envisager un scénario plutôt baissier, comme j'ai dit, voilà, dans une dynamique de range, finalement, une baisse sur une dimension pas très clairement définie, donc une continuation baissière, peut-être vers le support oblique ici, la résistance qui ferait office de pullback pour un mouvement plus long, soit carrément vers le support horizontal. En tout cas, c'est pas clair, mais bon, là pour le biais de court terme, je vais être baissier. Après, pour le biais de moyen terme, comme j'ai dit, il faut attendre un signal un peu plus clair macro, parce que là, c'est pas du tout convaincant. Voilà, j'espère. Donc, je vais synthétiser rapidement. J'ai fait une petite mauvaise analyse entre les deux. Donc, j'avais un avis plutôt haussier en milieu de vidéo finalement. Je vais avoir un avis plutôt baissier d'un point de vue analyse technique, n'ayant pas vu les petites résistances ici. Mais bon, c'est très diffus, hein, comme je vous ai dit, il n'y a pas de scénario très clair là-dessus. Donc je récapitule, plutôt baissier à court terme, à moyen terme aucune idée. Même si on peut avoir une appréciation du dollar liée à la mauvaise situation japonaise, je pense que voilà, mon scénario c'est plutôt dynamique de range à court terme baissier sur les prochains jours, prochaines semaines, mais une reprise haussière, peut-être en sortie de range, peut-être pas hein, finalement. Car on a un peu des meilleurs fondamentaux quand même sur les États-Unis que sur le Japon pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis